et c'est précisément ce folklore sentimental qui a mené ce domaine à sa quasi-faillite. La voix de Laurent Vasseur claqua dans le silence glacial du grand chai, tranchante comme une lame. Il se tenait là, silhouette impeccable taillée dans un costume parisien, dominant l'assemblée de journalistes et d'experts du vin comme un conquérant sur une terre vaincue. Son sourire carnassier balaya la pièce, s'arrêtant sur les visages burinés des vignerons locaux, une lueur de mépris dans les yeux. Il n'était pas venu pour honorer, mais pour liquider un passé qu'il jugeait obsolète. Du fond de la salle, un murmure s'éleva, à peine audible, mais vibrant d'une autorité née de la terre elle-même. Ce n'est pas du folklore, monsieur, c'est la mémoire. Tous les regards convergèrent vers la source. Amara Diop. Elle se tenait droite, presque invisible jusqu'à cet instant. Vasseur plissa les yeux, un éclair d'agacement traversant son visage parfaitement contrôlé. Il la désigna d'un geste dédaigneux du menton. « Pardon ? Qui a osé parler ? Ah, mademoiselle Diop, notre administratrice. » Chaque syllabe de son titre fut prononcée comme une insulte, une façon de la réduire à sa plus simple, à sa plus insignifiante fonction. Le souffle coupé, Amara sentit le sang quitter son visage, mais elle ne baissa pas les yeux. La force de son grand-père, de 50 ans de vendange et de secrets murmurés au creux des fûts de chauffe et de chêne, semblait l'ancrer au sol. Mon grand-père, qui a travaillé cette terre toute sa vie, disait que le vin, votre grand-père, l'interruption fut brutale, un coup de fouet verbal. Vasseur avança d'un pas, son ombre s'étirant vers elle. Le légendaire maître de Chai, oui, je connais l'histoire, un homme de la terre, admirable. Une pause calculée, mais son temps est révolu, mort, et avec lui, ses méthodes archaïques. La mâchoire d'Amara se serra au point de lui faire mal. Le souvenir des mains de son aïeul, calleuses et douces, sentant le mou et la terre, lui revint en une vague brûlante. Elle se redressa, la colonne vertébrale droite comme un cep de vigne centenaire. Vasseur perçut cette défiance silencieuse, et son sourire s'élargit, cruel. Votre rôle ici, mademoiselle, est de classer des factures et de sourire aux touristes, pas de nous donner des leçons d'histoire sur ce que pensaient les morts, à moins que votre contrat ne stipule des compétences en œnologie que j'aurais tragiquement manquées. Dites-moi, quel grand cru votre CV nous cache-t-il ? Le silence était assourdissant, l'humiliation était totale, chirurgicale. Amara sentit les larmes piquer ses paupières, mais elle les refoula avec une volonté de fer. Sa voix, quand elle parla, était plus forte, empreinte d'une dignité que la haine de Vasseur ne pouvait atteindre. Ma compétence, monsieur, ne se lit pas sur un papier. Elle vient de la terre que vous êtes en train de piétiner. Ce fut le coup de grâce. Le masque de civilité de Vasseur tomba. Assez. Son cri résonna contre les murs de pierre. Votre insolence est aussi improductive que ce domaine. Vous parlez de mémoire? Laissez-moi vous en créer une que vous n'oublierez jamais. Il la pointa du doigt, un doigt accusateur qui semblait la clouer sur place. À compter de cet instant, vous ne faites plus partie de ce château. Prenez vos affaires. Votre histoire ici est terminée. Dehors. Il lui tourna le dos, un acte final d'effacement, retournant à son auditoire pétrifié, comme si rien ne s'était passé.
Mais quelque chose s'était brisé. Dans le crépitement des flashs qui maintenant aveuglaient Amara, seule, au milieu de la foule, ce n'était pas seulement une employée qui venait d'être congédiée, c'était une âme qui venait d'être bannie de sa propre terre. Le monde s'était figé dans un crépitement d'éclairs artificiels. Chaque flash gravait l'humiliation d'Amara sur la rétine des spectateurs. Ils s'attendaient à des larmes, à un effondrement, à la supplique d'une femme brisée. Ils n'eurent rien de tout cela. Lentement, comme si elle se déplaçait dans un courant sous-marin que nul autre ne pouvait sentir, Amara pivota, mais pas vers la sortie, pas vers la défaite. Ses pieds la portèrent avec une certitude ancestrale vers le fond du chai, vers le plus ancien des fûts, celui que son grand-père appelait le cœur du domaine. Un monstre de chêne sombre, cerclé de fer noir, qui avait vu naître plus d'un siècle de millésimes. Un murmure parcourut l'assemblée. Un geste insensé, une dernière folie. Mais les vieux vignerons, eux, retinrent leur souffle. Ils comprenaient ce n'était pas une fuite, c'était un pèlerinage. Arrivée devant le fût, elle posa la paume de sa main sur le bois froid et veiné. Un contact, une communion silencieuse. Elle ferma les yeux, et l'espace d'un instant, le tumulte de la pièce disparut. Il n'y avait plus que l'odeur de la terre humide, le parfum fantôme des raisins pressés, et la vibration sourde du temps lui-même, emprisonné dans le bois. Ce n'était pas un adieu, c'était une promesse, la promesse silencieuse qu'une âme ne peut être congédiée comme une simple employée. Ses doigts ne tremblaient pas. Son corps tout entier était une déclaration de guerre tranquille. Puis, elle retira sa main. L'acte était accompli. Elle fit demi-tour et traversa la foule qui s'écarta sur son passage comme les eaux de la mer Rouge. Son chemin la mena inévitablement devant Laurent Vasseur, qui la regardait avec une exaspération mal contenue, impatient de se débarrasser de ce grain de sable dans sa mécanique parfaite. Leurs yeux se croisèrent. Amara ne s'arrêta qu'une fraction de seconde, juste assez pour que son souffle effleure le visage de son bourreau. Sa voix ne fut qu'un chuchotement, une caresse de vent chargée de glace, destinée à lui seul. Cette terre a une longue mémoire, monsieur, et elle n'oublie jamais les siens. Aucun journaliste ne l'entendit, mais Vasseur, lui, l'entendit. Il sentit les mots s'insinuer sous sa peau, froid et vif. Un muscle tressaillit à sa mâchoire, une infime trahison de son armure d'arrogance. Il voulut répliquer, l'écraser d'une dernière remarque assassine, mais aucun son ne sortit. Amara ne lui laissa pas le temps. Sans un regard en arrière, elle continua sa marche. Elle passa le seuil des immenses portes de chêne, sa silhouette se découpant un instant dans la lumière crue du jour avant de disparaître. Les portes se refermèrent derrière elle avec un son lourd, final. Un son qui semblait sceller un pacte et libérer une malédiction. Dans le chai, le silence qu'elle laissa était plus assourdissant que tous les cris. Vasseur se tourna vers l'auditoire, un sourire forcé aux lèvres, mais son triomphe avait désormais le goût amer de la cendre. La pièce était pleine, mais il n'avait jamais été aussi seul. Entendu. Voici la suite, la conclusion du premier acte. Un rire sec et forcé déchira le silence. C'était Vasseur. Il tentait de reprendre le contrôle, de suturer la plaie béante qu'Amara
avait laissé dans l'atmosphère de la pièce. Un peu de drame pour pimenter la journée, lança-t-il à la cantonade, le ton faussement enjoué. Mais ne laissons pas cet incident mineur gâcher notre célébration. Le passé, c'est le passé. Tournons-nous vers l'avenir. Pour marquer son triomphe, pour effacer le fantôme d'Amara, par un acte de possession ultime, il fit un geste impérieux vers le sommelier. La pièce de résistance. Apportez-nous le Dubois-Lafont 1942, le chef-d'œuvre du grand-père. Nous allons boire à sa mémoire et à la nouvelle ère. L'ordre était un défi, une profanation. Le sommelier, un homme au visage parcheminé qui avait servi 3 générations de propriétaires, s'exécuta avec une lenteur funèbre. Il revint, portant la bouteille comme une relique sacrée, sur un lit de velours. La poussière du temps s'accrochait au verre sombre. La tension dans le chai devint palpable. Chaque personne retenait son souffle. C'était plus qu'une dégustation, c'était un jugement. Le sommelier commença le rituel. Le coupe-capsule incisa le plomb avec un son métallique. Mais lorsqu'il enfonça la mèche du tire-bouchon, un son sec et friable se fit entendre. Le bouchon, gardien de 40 ans d'histoire, s'effrita en une pluie de liège pourri dans le goulot. Le visage du sommelier devint sirieux. Avec des mains tremblantes, il réussit à verser un filet du liquide dans un verre. La couleur était terne, brune, morte. Une odeur âcre de vinaigre et de décomposition monta, une puanteur qui fit reculer les plus proches. Le verdict tomba, murmuré par le vieil homme, avec une tristesse infinie. Il est mort, le vin est mort. Une onde de choc traversa la salle. Pour les experts présents, le symbole était terrible. Ce n'était pas un accident, c'était un présage, c'était la terre elle-même, l'âme du domaine, qui venait de cracher au visage de son nouveau maître. L'humiliation de Vasseur était maintenant plus grande, plus profonde que celle qu'il avait infligée à Amara. La sienne était silencieuse, chimique, irréfutable. Le visage de Vasseur était une toile de fureur contenue. D'un geste rageur, il arracha la bouteille des mains du sommelier. Il la tourna et la retourna, comme pour y trouver la source de cette trahison. Ce fut alors que son pouce sentit une aspérité sur le culot de la bouteille. Il baissa les yeux. Là, gravé à la main, se trouvait le symbole, un C stylisé, presque secret. Un frisson irrationnel le parcourut. C'était une signature qu'il ne comprenait pas, un message venu d'outre-tombe. Alors qu'il fixait, hypnotisé, cette marque étrange, une voix rauque s'éleva d'un coin sombre. C'était le maître de chez Congédié qui ramassait ses derniers effets personnels. Il ne regardait pas Vasseur, mais ses mots, lourds de savoir, le frappèrent en plein cœur. Seul le vieil homme et la petite savaient comment les garder en vie. C'était leur secret. Le dernier clou venait d'être planté dans le cercueil de son triomphe. La colère sur le visage de Vasseur luttait désormais avec une nouvelle émotion, plus dérangeante, le doute. La prophétie d'Amara commençait déjà à se réaliser. Les semaines qui suivirent l'humiliation publique de Laurent Vasseur furent un poison lent. Le château, autrefois un symbole de son pouvoir, était devenu sa prison. Chaque nuit, il était seul, assis dans l'immense bureau directorial, le silence uniquement troublé par le bourdonnement d'un ordinateur. Sur l'écran,
La critique d'un journal influent restait affichée, ces mots brillants dans le noir comme une épitaphe. Un vin sans âme, la technique a remplacé le cœur au château du Bois-Lafont. Sans âme, le mot le transperçait. Il revoyait le visage d'Amara, entendait sa prophétie glaciale. Cette terre a une longue mémoire. Il sentait encore le contact froid du verre de la bouteille morte, et la vision de ce C, gravé le hantait. Ce n'était plus une question de chiffres ou de réputation, c'était personnel. Une guerre invisible se livrait en lui, et il était en train de la perdre. La terre elle-même, avec sa mémoire et ses secrets, semblait s'être liguée contre lui. Cette nuit-là, quelque chose céda. Il ferma l'ordinateur d'un coup sec. Le clic fut une détonation dans le silence. Fini de subir, fini d'analyser. Il se leva, ne prenant que les clés de sa voiture et son portefeuille. Il ne savait pas où il allait, mais il savait qui il devait trouver. Il sortit du château, laissant derrière lui les lumières allumées et s'engouffra dans la nuit humide. Sa quête ne serait pas une enquête, mais une confession, à ciel ouvert. Son instinct le guida vers le seul endroit où le cœur d'une communauté bat vraiment, le bar du village. Il poussa la porte, le brouhaha des conversations et le choc des verres s'arrêtèrent net. Si le silence pouvait tuer, il serait mort sur le seuil. Son costume impeccable, son visage de Parisien, tout en lui était une agression. Un mur d'hostilité silencieuse, plus solide que la pierre du château, se dressa face à lui. Il s'avança jusqu'au comptoir, sa gorge soudainement sèche. « Je cherche Amara Diop. » Le barman essuya un verre, les yeux baissés, comme s'il ne l'avait pas entendu. Vasseur répéta, la voix moins assurée. « S'il vous plaît, c'est important. » Un vieil homme, assis au comptoir, posa lentement son verre. Son visage était un paysage de vignes et de saison. Il se tourna vers Vasseur, ses yeux clairs et durs comme du silex. « La jeune femme que vous avez traînée dans la boue devant tout le monde ?» dit-il, sa voix basse faisant vibrer chaque mot. « Celle dont vous avez insulté la mémoire du grand-père. » Vasseur sentit le sang lui monter au visage. « J'ai besoin de lui parler. » Le vieil homme eut un rictus sans joie. « Elle n'est plus ici. Elle est là où des gens comme vous ne vont jamais. Là où on ne juge pas une personne sur son titre, mais sur le respect qu'elle a pour la terre. Nous veillons sur les nôtres, monsieur. Vous n'avez rien à faire ici. » L'exécution fut aussi publique et brutale que celle qu'il avait infligée à Amara. Vaincu, il fit demi-tour et sortit, le dos courbé sous le poids de leur mépris collectif. Alors qu'il remontait dans sa voiture, sous la pluie fine qui commençait à tomber, son regard fut attiré par le panneau d'affichage municipal. Une feuille de papier détrempée, une annonce manuscrite. Son cœur s'arrêta. Atelier sur les traitements traditionnels, animé par A. Diop, coopérative Les Vignes Solidaires. Il ne lui avait rien dit, mais leur monde, leur communauté, venait de lui donner la seule piste dont il avait besoin. Il tapa le nom dans son jeppo. Les mots s'affichèrent ironiques et accusateurs. Les vignes solidaires. Il mit le contact. Le pèlerinage du regret était terminé. Le chemin vers la rédemption commençait. Pendant que Vasseur luttait contre la boue et sa propre conscience, Amara, elle, avait les mains dans la terre.
La coopérative Les Vignes Solidaires n'était pas un château, mais une vieille grange aux toits de tôle, où l'odeur du café fort se mêlait à celle, plus âcre, des préparations à base de plantes. C'était un royaume sans couronne, bâti sur l'entraide et la sueur. Elle se tenait au milieu d'un cercle d'hommes et de femmes au visage creusé par l'inquiétude. La pluie qui avait tourmenté Vasseur était ici une menace différente, plus insidieuse. Elle nourrissait le mildiou, une moisissure fantomatique qui dévorait les feuilles de vigne et promettait une récolte de larmes. Sur une table de bois brut, des feuilles malades étaient étalées, comme des corps sur un champ de bataille. Ils nous disent d'acheter leur poison, grommela un vieux vigneron nommé Jean, ses mains noueuses tordant un béret usé. Ça coûte une fortune et ça tue la terre, on est fichu. Je vais devoir vendre la parcelle de mon père. Amara ne répondit pas tout de suite. Elle prit une des feuilles contaminées, ses doigts et la palpant avec une douceur d'expert. Elle la froissa légèrement, humant le parfum de la maladie. Sa voix, quand elle s'éleva, était calme, mais elle portait le poids d'un savoir ancestral. Ce poison, c'est ce qu'ils veulent, que nous soyons dépendants, mais la vigne a sa propre défense. Il faut juste savoir l'écouter. Elle se déplaça vers un grand chaudron de cuivre qui bouillonnait doucement sur un feu de bois. L'odeur qui s'en dégageait était puissante, un mélange de terre, de métal et d'herbes sauvages. C'était la bouillie bordelaise de son grand-père, une alchimie de cuivre, d'ortie et de prêle. Une recette qui ne se trouvait dans aucun manuel de gestion, mais qui était inscrite dans la mémoire de la terre. « Regardez, dit-elle en plongeant une louche dans le liquide bleu-vert. Ceci n'est pas un produit chimique, c'est une armure. Ça ne tue pas, ça protège. Ça renforce la vigne, ça lui apprend à se battre. C'est ce que mon grand-père faisait. Il ne commandait pas la nature, il collaborait avec elle. Elle fit le tour, versant un peu de la préparation dans les mains calleuses de chaque vigneron, leur expliquant la texture, l'odeur, le bon moment pour la pulvériser. Elle ne leur vendait rien. Elle leur rendait leur héritage, leur autonomie. Elle posa sa main sur le bras de Jean, le vieil homme désespéré. Son regard rencontra le sien, sans pitié, mais plein d'une force tranquille. Ton père et mon grand-père ont affronté des ennemis pires que celui-ci. Ils n'ont pas vendu, ils se sont battus. Et aujourd'hui, nous allons nous battre avec eux. Un frisson parcourut l'assemblée. Ce n'était plus de la résignation qu'on lisait sur leurs visages, mais une lueur de défi. Ici, Amara n'était pas une petite secrétaire. Elle était un leader, une guérisseuse. Elle avait transformé leur peur en force. Alors que les vignerons repartaient, le moral regonflé et les pulvérisateurs remplis d'espoir, Amara resta un instant à l'entrée de la grange. La pluie tombait maintenant en un doux crachin, lavant le monde. Elle respira l'air pur, un souffle de paix et d'appartenance. C'est là qu'elle entendit le bruit, un son incongru, feutré, celui d'un moteur de luxe. Une berline noire, aux lignes arrogantes, venait de s'immobiliser au bout du chemin de terre. La sérénité sur le visage d'Amara s'évanouit, remplacée par un masque d'acier. Le monde qui l'avait rejeté était venu frapper à la porte de son royaume, et elle était prête à le recevoir, certainement.
Voici la conclusion de l'acte 2. Il sortit de la voiture. L'homme impeccable de la conférence de presse n'existait plus. À sa place se tenait une version diminuée, le costume coûteux souillé de boue, les cheveux plaqués par la pluie, le visage marqué par la fatigue et le doute. Il n'avança pas tout de suite, comme intimidé par le silence du lieu. Amara ne bougea pas de l'entrée de la grange. Elle était la gardienne de ce sanctuaire, et il était un intrus. Elle le laissa parcourir à pied le long chemin de terre, chaque pas dans la gadoue semblant être une étape de son pèlerinage forcé. Arrivé devant elle, il s'arrêta, une distance respectueuse entre eux. Ce fut elle qui brisa le silence, sa voix nette, sans chaleur. « Que faites-vous ici, monsieur Vasseur? Il n'y a plus personne à humilier dans votre château ?» Le coup porta. Il accusa le choc, ses épaules s'affaissant légèrement. Il leva les yeux, et pour la première fois, Amara n'y vit aucune arrogance, seulement une lassitude infinie. « J'ai eu tort, » dit-il simplement. Les mots semblaient lui coûter un effort physique. « J'ai été un imbécile, aveugle, arrogant et cruel. Je ne suis pas venu vous demander de revenir. Je suis venu vous présenter mes excuses. » Amara le sonda du regard, cherchant la faille, le calcul. Des excuses. Pourquoi exactement? Pour m'avoir renvoyé devant 100 personnes ou pour avoir craché sur 50 ans de la vie d'un homme bon? Chaque question était une lame. Il ne se déroba pas. « Pour tout cela, répondit-il, la voix rauque. J'ai insulté votre grand-père, je vous ai humilié, et j'ai failli tuer l'âme de cet endroit. Je vous demande pardon. » Il avait abandonné toute défense, il était nu, désarmé devant son juge. Un long silence s'installa, seulement troublé par le bruit de la pluie sur le toit de tôle. Amara ne lui offrit pas l'absolution facile qu'il cherchait. « Vos excuses ne rendront pas leur fierté aux hommes que vous avez congédiés. Elles ne sauveront pas le millésime que vous êtes en train de détruire. » « Alors, aidez-moi, » plaida-t-il. « Revenez, pas comme administratrice, comme maître. Prenez les rênes, carte blanche, vous serez la gardienne de l'âme du domaine. » Elle le fixa, et il vit dans ses yeux, non pas de la haine, mais une détermination froide. Elle ne pensait pas à elle, mais aux autres. « Si je reviens, » dit-elle lentement, « ce sera à mes conditions. Chaque employé que vous avez licencié sera réintégré avec des excuses personnelles de votre part. Et le château Dubois-Lafont deviendra un partenaire financier de cette coopérative. Vous n'aiderez pas que votre domaine, vous aiderez toute la communauté que vous avez méprisée. » Il n'hésita pas une seconde. Accepté. Quelques jours plus tard, la scène a changé. Amara est dans le petit bureau de son grand-père, au cœur du château. Une pièce restée figée dans le temps. Des caisses en carton sont à moitié remplies. Vasseur est là, en manche de chemise, l'aidant maladroitement à vider les étagères. Un silence de travail règne entre eux, une trêve fragile. En déplaçant d'une pile de vieux registres, les doigts d'Amara sentirent une aspérité sur le plancher. Une latte de bois qui bougeait légèrement. Poussée par une intuition, elle s'agenouilla et la souleva. En dessous, dans une petite cavité sombre, reposait une boîte en bois noirci, fermée par une serrure complexe. « Qu'est-ce que c'est » demanda Vasseur. « Je l'ignore. » Amara fouilla dans le tiroir du bureau,
parmi les tire-bouchons et les médailles agricoles. Son cœur s'arrêta. Elle en sortit une lourde clé en fer forgé, attachée à une petite étiquette en cuir. Gravé sur le cuir, usé par le temps, se trouvait un symbole, le C, stylisé, le même, exactement le même que celui sous la bouteille de vin morte. Vasseur le vit en même temps passe qu'elle. Il se figea. Leurs regards se croisèrent pas au-dessus de la clé. La paix qu'ils venaient de signer ne concernait que le présent. Mais le passé, un passé bien plus sombre et complexe qu'ils ne l'avaient imaginé, venait de frapper à leur porte. La clé tourna dans la serrure avec un grincement plaintif, le son du temps qui cède enfin. Le couvercle de la boîte en bois s'ouvrit, libérant une odeur de papier vieilli et de secret. Vasseur et Amara se penchèrent, le souffle suspendu. Il n'y avait ni or, ni titre de propriété. Il y avait une liasse de lettres, jaunie, liée par un ruban de soie décoloré, et sur le dessus, une seule fleur séchée, une orchidée noire, incroyablement préservée. Amara prit la première lettre. L'écriture était celle de son grand-père, élégante et puissante. C'était une lettre d'amour, passionnée, mais aussi pleine de doutes sur un pacte et une promesse. Elle était adressée à une mystérieuse H. Au moment précis où Amara allait lire la suite, on frappa à la porte du bureau. L'apparition fut d'une élégance presque irréelle. Madame Hélène de Courcy, la matriarche du domaine voisin, se tenait sur le seuil, un sourire éclatant sur les lèvres et une bouteille de son meilleur cru à la main. « Chère Amara, pardonnez mon intrusion, mais je ne pouvais pas attendre pour vous souhaiter la bienvenue chez vous. Toute la région célèbre votre retour. » Sa voix était douce comme du miel, mais ses yeux, d'un bleu perçant, balayaient la pièce avec une rapidité d'oiseau de proie. Ils se posèrent une fraction de seconde sur la boîte ouverte sur le bureau. Un tressaillement infime, presque imperceptible, crispa ses lèvres avant que son sourire ne reprenne sa place. Elle s'approcha, son parfum flottant dans l'air. « Votre grand-père aurait été si fier. Un homme d'une telle intégrité. » Elle se tourna vers Vasseur, son ton changeant subtilement, devenant plus condescendant. « Et vous, monsieur Vasseur, quel courage! Confier un tel joyau à une si jeune femme, si passionnée. J'espère pour vous qu'elle saura garder la tête froide. Ce monde peut être impitoyable. » Le compliment était un poison enrobé de sucre. Amara sentit la pique, mais son attention était ailleurs. Son regard était figé sur la broche épinglée, au revers du tailleur Chanel de Madame de Courcy. Une broche en or et en onyx. Elle représentait une orchidée noire. Le sang d'Amara se glaça. H. Hélène. Un vertige la saisit. Le monde bascula. La femme qui se tenait devant elle, souriante et bienveillante, était l'amante secrète de son grand-père, la destinataire des lettres. Une chaleur monta en elle, un mélange de confusion et de colère. Sa main, comme indépendante de sa volonté, se déplaça pour couvrir la liasse de lettres sur le bureau. Hélène de Courcy vit le geste. Son sourire ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent deux éclats de glace. Elle comprit qu'elle avait été découverte. Elle acheva sa visite avec une grâce mortelle. « Je vous laisse, mes chers, le travail vous attend. » Sur le seuil, elle se retourna, son regard planté dans celui d'Amara. « Juste un conseil d'ami, n'allez pas remuer les vieux secrets.
Parfois, pour préserver la beauté d'un domaine, il faut savoir laisser le passé reposer en paix. Ce n'était pas un conseil, c'était un avertissement. Elle partit, laissant derrière elle un silence vibrant de menace. Vasseur, qui avait observé toute la scène, se tourna vers Amara, le visage blême. « Cette fleur, cette broche, murmura-t-il, c'était elle, n'est-ce pas? H, c'est Hélène. » Amara ne répondit que par un lent hochement de tête. Le mystère venait de prendre un visage, et ce visage était celui de l'ennemi. Le parfum d'Hélène flottait encore dans la pièce, un poison sucré. Le silence qu'elle laissa derrière elle était plus lourd que n'importe quelle parole. Vasseur, pour la première fois, semblait avoir perdu son assurance. Il faisait les 100 pas, le visage crispé. « Ce n'était pas un conseil, » siffla-t-il entre ses dents. « C'était une menace. Elle sait que nous avons la boîte. » Amara ne bougeait pas. Elle était assise, les mains posées sur les lettres comme pour protéger la mémoire souillée de son grand-père. L'image de cet homme bon et droit était maintenant fissurée. Une liaison secrète, un pacte, une douleur cachée, la colère commençait à remplacer le choc. « Alors nous n'allons pas la laisser en paix, » dit-elle, sa voix basse et dure comme la pierre. « Je veux savoir ce qu'elle lui a fait. » Sans un mot de plus, ils se plongèrent dans les lettres. La nuit tomba sur le château, mais ils ne la virent pas. Guidés par la lueur d'une simple lampe de bureau, ils voyagèrent dans le temps. Les premiers mots étaient ceux d'une passion dévorante, d'un amour interdit entre le maître de Chaille et la grande dame du château voisin. Mais rapidement, l'amour laissa place aux affaires. Le vignoble de Courcy était au bord de la faillite. Le grand-père d'Amara parlait d'un sacrifice, d'un geste de cœur pour sauver Hélène et son nom. Les mots étaient codés mais clairs. Il lui offrait son savoir, ses techniques secrètes et même des greffons de ses plus vieilles vignes, les mères de tous ses grands crus. Un trésor inestimable. En échange, il parlait d'un pacte d'honneur. Une fois leur fortune rétablie, les de Courcy l'aideraient à son tour. Puis le ton des lettres changea. La passion s'éteignit, remplacée par l'inquiétude, puis l'angoisse. Le mari d'Hélène avait repris les choses en main. Le pacte d'honneur devenait un arrangement commercial. Le grand-père d'Amara se sentait trahi, utilisé. La dernière lettre, datée de 1980, était un cri de douleur. Ton ambition, Hélène, et celle de ton mari, est un feu qui dévore tout, même l'amour et l'honneur. Je crains que vous n'ayez pris mon âme pour ne me laisser que des cendres. Vasseur releva la tête, les yeux brillants de fureur. Le salaud, il lui a tout volé. Il nous faut une preuve, dit Amara, le cœur serré. Quelque chose de plus que ces mots. Elle relut la dernière lettre, ses yeux scannant chaque ligne, et elle le vit. Une phrase, presque une note en bas de page. J'ai consigné notre accord, pour ma propre paix, dans le grand registre de 1980, à la page de la Sainte Madeleine. Que Dieu me pardonne ma naïveté. Un éclair d'espoir. Ils se précipitèrent dans la salle des archives du château, une crypte de papier et de poussière. Des piles de lourds registres reliés en cuir s'élevaient comme des totems d'un autre âge. Après une recherche acharnée, ils trouvèrent qu'un celui de 1980. Le cœur battant, Amara l'ouvrit.
Elle feuilleta les pages jaunies jusqu'à la date du 22 juillet, la Sainte-Madeleine. La page était là, mais elle était à moitié vide. Une longue entaille nette la traversait. Quelqu'un, avec la précision d'un chirurgien, avait découpé une partie de la page à la lame de rasoir. L'entrée avait été effacée. Volés, ils restèrent figés, regardant le papier mutilé. Ce n'était plus une histoire d'amour qui avait mal tourné. C'était l'œuvre d'un criminel. Quelqu'un avait activement cherché à effacer le passé. Et cet acte de violence silencieuse était plus terrifiant que n'importe quelle menace verbale. La page mutilée du registre était une insulte, une cicatrice béante au cœur de leur enquête. La rage impuissante submergea Vasseur. « C'est fini, elle a tout détruit. »« Non, » dit Amara, sa voix tranchante. Elle fixait la page déchirée, non pas avec défaite, mais avec une concentration féroce. Un homme comme mon grand-père, si méticuleux, si prudent, il n'aurait jamais confié un secret aussi important à un seul endroit. Il y a forcément une copie, son assurance. Son instinct la guida hors des archives froides, retournant dans le petit bureau de son aïeul, ce sanctuaire personnel. Il ne cherchait plus un document officiel, mais un secret d'homme. Ils fouillèrent partout où la prudence pouvait se nicher, derrière les livres, sous les tiroirs, dans les doublures de vieux manteaux. Rien. Le découragement commençait à s'installer quand Amara avisa une mince Bible de la viticulture, un traité sur les maladies de la vigne qu'elle avait vu son grand-père consulter 1000 fois. Le livre était usé, presque disloqué. Par pure intuition, elle le secoua. Une feuille de papier carbone, pliée en 4, glissa d'entre les pages et tomba au sol. Ils se jetèrent dessus. En la dépliant, ils découvrirent une copie quasi parfaite de l'entrée du registre, transcrite par la pression du stylo de son grand-père sur la page originale. C'était son assurance, sa bombe à retardement, et la vérité qu'elle révélait était bien plus terrible qu'une simple affaire de vigne volée. Le texte était un contrat, rédigé de la main de son grand-père et contresigné par le mari d'Hélène. Il ne s'agissait pas d'un prêt, il s'agissait d'une co-création. Le grand-père d'Amara, Célestin Diop, était le co-auteur secret du miracle de Courcy, le millésime légendaire qui avait sauvé le domaine d'Hélène de la ruine et bâti sa fortune moderne. Il avait non seulement fourni les vignes, mais aussi la technique de vinification et l'assemblage final. Le pacte stipulait qu'il recevrait 40% des bénéfices de cette cuvée à perpétuité, un secret bien gardé. Le souffle de Vasseur se coupa. Mon Dieu, ils ne lui ont pas seulement volé son savoir-faire, ils ont volé sa création, son enfant. Ils ont bâti leur empire sur son génie et l'ont effacé de l'histoire. Amara ne pouvait plus parler. Les larmes qu'elle avait refusé de verser le jour de son licenciement coulaient maintenant, silencieuses et brûlantes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de rage. Son grand-père n'avait pas été qu'un amant trahi ou un ami dupé. Il avait été la victime d'une fraude monumentale, d'un vol d'héritage qui avait duré 40 ans. Elle releva la tête, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle et dangereuse. La quête de la vérité était terminée. La quête de la justice ne faisait que commencer. « On appelle les avocats. Demain, à la première heure, on la détruit, » dit Vasseur, sa voix dure, vibrante d'une fureur froide. « Non !» Le mot d'Amara tomba dans le silence du bureau.
court et définitif. Elle plia soigneusement la copie du contrat, le papier fragile contenant une charge explosive. Pas encore. Ce n'est pas une affaire d'avocat. C'est une affaire d'honneur. Je veux qu'elle me le dise en face. Je veux voir la vérité dans ses yeux quand elle avouera. C'est de la folie, Amara. Elle est dangereuse. Mais la décision d'Amara était de faire. C'était son histoire, sa bataille. Cette nuit-là, elle prit sa voiture et roula vers le château de Courcy. Le domaine se dressait dans l'obscurité, une forteresse de mensonges, baignée par la lueur froide de la lune. Hélène l'attendait dans le grand salon, comme si elle avait toujours su qu'elle viendrait. Elle était seule, un verre de cognac à la main, l'image même du calme aristocratique. Le masque de la bienveillance était tombé. Ne restait qu'une froideur polie, plus effrayante que n'importe quelle colère. Amara posa la copie sur la table entre elles. « 40 ans, dit-elle simplement. Hélène ne jeta qu'un bref regard au papier. Ah, ceci, la petite folie romantique de votre grand-père. Vous appelez ça une folie? Vous avez bâti votre fortune sur son génie. Vous avez volé son nom. » Hélène prit une gorgée de son cognac, ses yeux ne quittant pas Amara. « Voler? Quel mot laid! Nous avons pris une idée, une belle idée, et nous lui avons donné un empire. Votre grand-père était un artiste, un rêveur. Mon mari et moi étions des bâtisseurs. Les rêveurs fournissent le marbre, ma chère. Les bâtisseurs créent les statues et entrent dans l'histoire. C'est la loi du monde. Le déni de toute culpabilité, le mépris absolu pour la mémoire de son grand-père, tout cela brisa la dernière digue de contrôle d'Amara. Mais avant qu'elle ne puisse laisser éclater sa rage, Hélène se leva. « Assez parlé d'affaires. Laissez-moi vous montrer où repose vraiment son héritage. » Méfiance et curiosité se mêlèrent en Amara. Elle la suivit dans les profondeurs du château, jusqu'à une partie des caves qu'elle n'avait jamais vues, un labyrinthe de pierres humides et d'obscurité. Hélène s'arrêta devant une lourde porte en fer. « C'est ici, dit-elle, que mon mari conservait les bouteilles de sa première cuvée, celle que votre grand-père a aidé à créer. » Elle ouvrit la porte sur un noir d'encre. Au moment où Amara franchissait le seuil, une poussée violente dans son dos la projeta en avant. Elle tomba lourdement sur un sol terreux. Derrière elle, la porte de fer claqua avec un bruit de tombeau. Le cliquetis d'un verrou massif résonna. « Le passé doit rester enterré, Amara !» cria la voix d'Hélène à travers la porte. « Et vous avec lui !» Amara se releva, martelant la porte de ses poings. Ses cris étaient absorbés par la pierre. Elle était piégée. Les pas d'Hélène s'éloignèrent, la laissant seule dans le silence, l'obscurité et l'odeur de la mort. Vasseur tournait en rond dans le bureau, consumé par l'inquiétude. 1 heure. Amara était partie depuis plus d'1 heure. Son appel tomba directement sur la messagerie. La phrase d'Hélène, « Parfois il faut laisser le passé reposer en paix », résonna dans son esprit comme une sentence de mort. La panique, une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années, lui glaça le sang. Il n'attendit pas plus longtemps. Il sauta dans sa voiture et fonça vers le domaine de Courcy, priant pour que sa paranoïa soit infondée. Arrivé devant les grilles, il bluffa. Il klaxonna, et quand un gardien apparut, il aboya. « Madame de Courcy m'attend pour une urgence. Ouvrez !» L'arrogance naturelle de sa voix fit merveille.
la grille s'ouvrit. Il gara sa voiture en crissant des pneus et se précipita à l'intérieur du château. Il se souvint des plans anciens des domaines qu'il avait consultés. Il savait où se trouvaient les vieilles caves. Il descendit dans le labyrinthe de pierre, son cœur battant à tout rompre. Il appela le nom d'Amara. Le silence lui répondit, puis il l'entendit. Un son faible, étouffé, un bruit de coups contre du métal. Il suivit le son jusqu'à la porte de fer. « Amara! Laurent, sortez-moi de là! La voûte est instable. » Il vit le verrou massif. Sans réfléchir, il attrapa une lourde barre de fer qui traînait contre un mur et la logea dans le mécanisme. Il pesa de tout son poids, encore et encore, les muscles de son dos hurlant de douleur. La rouille et le métal gémirent. Avec un craquement assourdissant, le verrou céda. Il ouvrit la porte au moment où une partie du plafond de la crypte s'effondrait dans un nuage de poussière et de gravats. Il attrapa Amara et la tira à l'extérieur juste à temps. Alors qu'il reculait, haletant, l'effondrement révéla quelque chose dans le mur de pierre, là où s'était trouvé un vieux casier à vin. Une petite porte en métal, un coffre-fort mural dissimulé depuis des décennies. Guidé par une pure intuition, alors que la poussière retombait, Amara se jeta en avant et arracha la boîte métallique de son alvéole de pierre avant de battre en retraite. Loin du château, dans la sécurité de la voiture, ils forcèrent la serrure du coffre avec un démonte-pneu. À l'intérieur, la preuve ultime. Pas seulement des papiers, le journal secret du mari d'Hélène. Des années de transactions frauduleuses, de comptes cachés. Et la dernière page, une confession. Une lettre écrite peu avant sa mort, rongée par la culpabilité, où il détaillait toute la fraude envers Célestin Diop. Il l'avait gardée, non pas par remords, mais comme une arme pour contrôler sa femme. Il tenait la bombe atomique, le testament d'un homme mort, prêt à détruire l'empire d'une femme vivante. Il savait, maintenant qu'ils avaient, le pouvoir non seulement de prouver la vérité, mais de l'exécuter. Le gala des Grands Crus de Bordeaux était le sommet de l'hypocrisie mondaine. Un océan de robes de soirée et de smoking scintillait sous les lustres monumentaux. Ce soir-là, le clou du spectacle était l'hommage rendu à Madame Hélène de Courcy, qui allait recevoir le prix d'excellence pour l'ensemble de sa carrière. Elle monta sur scène, baignée d'un halo de lumière, l'incarnation de la réussite et de l'élégance. Elle commença son discours, sa voix pleine d'une fausse humilité, remerciant la terre, la tradition, tous les mensonges sur lesquels elle avait bâti sa vie. Dans la régie technique, Vasseur inséra une clé USB dans la console. « Maintenant », dit-il dans un talkie-walkie. Sur scène, Hélène parlait de son héritage d'intégrité. Derrière elle, l'immense écran qui devait projeter des images de ses vignobles se mit à grésiller. Puis, une image apparut, nette, glaciale. La première page de la confession de son mari, écrite de sa main tremblante. Hélène s'interrompit, confuse. Un murmure parcourut la salle. C'est alors qu'une voix s'éleva, claire et puissante, amplifiée par tous les haut-parleurs de la salle. C'était la voix d'Amara. « Madame de Courcy, avant de célébrer votre héritage, peut-être devriez-vous nous parler de celui que vous avez volé. » Stupéfaction. Hélène se retourna vers l'écran.
son visage se décomposant en temps réel. L'image changea, montrant les pages des registres secrets, les preuves de la fraude, les lettres passionnées de Célestin Diop. C'était un déshabillage public, une exécution en direct. Vasseur, depuis la régie, projetait chaque preuve, chaque mensonge, avec une précision chirurgicale. La voix d'Amara continuait, calme et implacable, racontant l'histoire de la trahison, du génie volé, de la mémoire effacée. Elle ne criait pas, elle ne faisait que dire la vérité, et la vérité était plus dévastatrice que n'importe quelle arme. Hélène, seule sous le projecteur, tenta de balbutier une négation. C'est un montage, un mensonge. Mais sa voix se brisa. L'audience, composée de ses pairs, des gens qui l'avaient admirée pendant des décennies, la regardait maintenant avec un mélange d'horreur et de dégoût. Le silence dans la salle était total. Un silence de mort. Il fut brisé par un son unique et cristallin, celui d'un verre de vin qui glisse des doigts d'un convive et se fracasse sur le marbre. Ce fut le signal, la fin. Le masque d'Hélène se fissura, révélant le néant en dessous. Amara, restée dans l'ombre au fond de la salle, regardait la scène sans aucune trace de triomphe sur son visage, seulement une infinie et triste gravité. La justice venait d'être rendue. Le nom de son grand-père venait d'être lavé dans la lumière la plus crue qui soit. Le scandale explosa comme une bombe. Dès le lendemain matin, les titres des journaux nationaux étaient impitoyables. La chute de la maison de Courcy, le secret honteux de Bordeaux. Le domaine fut assiégé par les journalistes et les enquêteurs financiers. L'Empire, bâti sur 40 ans de mensonges, s'effondra en 48 heures. Les images d'Hélène, le visage dissimulé sous un foulard, quittant son château escortée par des avocats, firent le tour du monde. La justice des hommes était en marche, mais la vraie justice, celle de la mémoire, restait à accomplir. Une semaine plus tard, Vasseur organisa une nouvelle conférence de presse au château Dubois-Lafont. La salle était la même, mais l'atmosphère était radicalement différente. Il n'y avait plus d'arrogance, plus de tension. Vasseur prit la parole en premier, sa voix sobre. Il ne parla pas de sa propre victoire, mais de ses erreurs initiales, de son aveuglement. Il annonça la fin des poursuites de leur part, déclarant que la vérité révélée était une justice suffisante. Puis, il se tourna. « Mais cette histoire n'est pas la mienne. Je voudrais maintenant laisser la parole à la véritable gardienne de ce domaine, Madame Amara Diop. » Amara s'avança. Elle ne portait pas de tailleur de luxe, mais une simple robe qui mettait en valeur sa dignité naturelle. Elle ne parla pas de vengeance, ni de la chute d'Hélène. Elle parla de son grand-père. Elle raconta sa philosophie, sa vision d'un vin qui n'était pas un produit de luxe, mais un lien vivant entre la terre et l'homme. « Aujourd'hui, nous ne détruisons pas un héritage, » dit-elle, sa voix vibrant d'émotion. Nous en restaurons un, le plus grand vin de ce domaine, celui qui a été au cœur de tant de douleurs, ne sera plus un secret. Il portera désormais le nom de son créateur. Derrière elle, sur un chevalet, on dévoila une nouvelle bouteille. L'étiquette était épurée, élégante, et sous le nom Château Dubois-Lafont, on pouvait lire en lettres d'or Cuvée Célestin Diop. Un silence respectueux emplit la salle, suivi d'une vague d'applaudissements. Ce n'était pas la fin d'une guerre,
C'était le début de la paix. Plus tard dans la journée, Amara se tenait seule dans l'imprimerie, regardant les nouvelles étiquettes sortir de la machine. Le nom de son grand-père, si longtemps murmuré dans le secret, était maintenant imprimé, tangible, éternel. La justice n'était pas seulement dans la punition du coupable, elle était dans la renaissance de l'innocent. Le cycle de la douleur était enfin terminé. La restauration du nom de Célestin Diop était une victoire pour la mémoire, mais pour Laurent Vasseur, sa propre rédemption n'était pas encore achevée. La dette qu'il avait contractée n'était pas envers Amara, mais envers l'âme même de cette terre qu'il avait initialement méprisée. Il utilisa l'onde de choc du scandale de Courcy comme un levier pour forcer un changement bien plus profond. Lors d'une réunion extraordinaire du syndicat des vins de Bordeaux, devant les patriarches et les barons de l'industrie, il prit la parole. L'homme qui se tenait là n'avait plus rien à voir avec le technocrate parisien arrivé quelques mois plus tôt. « J'ai failli commettre une erreur irréparable, » commença-t-il, sa voix grave. « J'ai cru que la valeur de nos domaines se mesurait en chiffres de production et en marge bénéficiaire. J'ai failli remplacer le savoir-faire par des processus et l'âme par de l'acier inoxydable. Amara Diop et l'héritage de son grand-père m'ont rappelé que notre véritable capital, notre seul véritable trésor, c'est la connaissance transmise de génération en génération. » Il marqua une pause, son regard balayant l'assemblée. « Et cet héritage est fragile, il est menacé, non seulement par des gens comme moi, mais par un système qui favorise les grands empires au détriment des artisans. Aujourd'hui, le château du Bois-Lafont prend ses responsabilités. » Il annonça la création de la Fondation Héritage Diop. Ce n'était pas une simple œuvre de charité, c'était une révolution structurelle. La Fondation, financée par un pourcentage significatif des bénéfices du château, aurait deux missions. Premièrement, offrir des subventions et un soutien technique aux petits vignerons indépendants qui luttent pour préserver des méthodes de culture durables et traditionnelles, comme ceux de la coopérative Les Vignes Solidaires. Deuxièmement, créer des bourses d'excellence pour former de futurs maîtres de chais, en ciblant spécifiquement des jeunes issus de milieux non traditionnels, pour briser les murs invisibles d'un monde encore trop fermé. Son discours fut un coup de tonnerre. C'était un acte d'accusation contre sa propre caste et un acte de foi envers un avenir différent. C'était sa confession publique, son acte de contrition. Il ne cherchait pas à se racheter une conscience, mais à réparer activement un système dont il avait profité. Le point final de son discours fut l'image la plus puissante. Quelques semaines plus tard, le premier groupe de boursiers aidés de la Fondation arriva au château. Un groupe de jeunes gens de toutes origines, les yeux brillants d'excitation et d'espoir. Et c'est Amara qui les accueillit sur le perron, non pas comme une directrice, mais comme une aînée prête à partager son savoir. La boucle était bouclée. La dette de Vasseur était en train d'être payée, non pas en argent, mais en avenir. 1 an plus tard, le soleil d'automne baignait le château du Bois-Lafont d'une lumière dorée. Ce n'était plus un domaine silencieux et guindé. C'était un lieu vibrant de vie. La fête des vendanges battait son plein. Ce n'était pas un événement corporatif, mais une célébration communautaire. Les rires des enfants
se mêlait au chant des vendangeurs et à la musique d'un petit groupe de jazz local. Au milieu de la foule, Amara, désormais la maîtresse incontestée du domaine, discutait avec le vieux Jean de la coopérative. Son visage était serein, rayonnant d'une autorité tranquille. Non loin de là, Vasseur, en jean et en chemise de travail, partageait un verre de vin avec un groupe de jeunes boursiers et de la fondation. Il n'était plus le PDG distant. Il était devenu un partenaire, un mentor. Il avait trouvé sa place, non pas au sommet de la pyramide, mais au cœur de la communauté. Il formait une nouvelle famille, unie non par le sang, mais par le respect de la terre. Plus tard, alors que la fête se calmait, Amara et Vasseur s'éloignèrent vers les plus vieilles vignes du domaine. Là, une simple stèle de pierre avait été érigée. Dessus, le symbole du C était gravé, surmontant le nom de Célestin Diop. En dessous, une seule phrase. Cette terre a une longue mémoire. Amara déposa une orchidée noire fraîche à la base de la pierre. Ils restèrent un instant en silence, regardant le soleil se coucher sur les collines de Bordeaux. Il serait fier, murmura Vasseur. Amara eut un léger sourire. Il l'est. Son regard se tourna vers la fête, vers les visages heureux et diversifiés. Son héritage n'est plus seulement dans une bouteille de vin. Il est en eux, dans leurs mains qui apprendront, dans leurs propres histoires qu'ils écriront. Elle se tourna vers Vasseur, ses yeux reflétant la lumière du couchant. J'ai enfin compris, Laurent. Un héritage, ce n'est pas ce que l'on garde précieusement, c'est ce que l'on partage. La caméra recule lentement, les laissant tous les deux côte à côte, contemplant la scène. Elle s'élève, planant au-dessus du vignoble vivant, au-dessus de la communauté réunie, alors que les premières étoiles apparaissent dans un ciel de velours. L'histoire n'était pas celle d'une vengeance, mais d'une renaissance. La preuve qu'un seul acte de courage, nourri par la mémoire, peut transformer un champ de bataille en un jardin où tout le monde peut enfin récolter les fruits de la justice.